À terme, avec les allers-retours, est-ce que vous voterez cette loi asile-immigration ? Non, nous ne la voterons pas. Bonjour. Nous ne la voterons pas pour la raison que, selon nous, l'équilibre prétendu entre humanité et fermeté n'y est pas. C'est-à-dire qu'on a une loi qui se charge plutôt d'organiser les conditions, soit de l'éloignement, soit d'une rétention qui est plus importante. Quand on passe, par exemple, de 45 jours de rétention à 90 jours, on a une forme de criminalisation de la migration. Nous, ce que nous disons, c'est que, d'abord, l'immigration est toujours une souffrance. L'immigration est forcée. Vous avez là des chiffres qui circulent, c'est 67 millions de migrations forcées. C'est-à-dire des gens qui sont de toute façon poussés à la sortie. Pour des causes qui sont multifactorielles, que l'on connaît. Il y a d'abord les conflits, l'exacerbation des conflits internationaux, je pense notamment au Moyen-Orient. Il y a la question climatique et il y a aussi la question, et ça il faut l'entendre, des accords commerciaux inégaux. Vous savez, la manière dont est organisée l'économie financiarisée et libérale provoque aussi des migrations. Mais juste une chose, c'est que vous êtes parlementaire, vous connaissez l'opinion qui existe à la fois en France et un peu partout en Europe, la situation aux États-Unis. Les gens, ils écoutent le discours que vous tenez, mais au fond, ce qu'ils veulent, c'est l'arrêter. Bien évidemment, mais massivement, majoritairement. Ce que vous votez contre, d'accord, mais vous n'allez pas convaincre grand monde, en tout cas pour l'instant. Si, en tout cas, je vais essayer de vous convaincre, vous, de quelques solutions que nous apportons. D'abord, clairement, on peut passer des heures dans des débats sur l'asile-immigration à essayer de chercher comment on peut renforcer nos frontières, comment on peut essayer d'éloigner les gens. On n'arrêtera pas ces mouvements. D'abord, les mouvements de population, c'est aussi vieux que l'humanité. En proportion, ça reste à peu près 3%. Donc moi, je dénonce le terme de vague, parce que on est sur une proportion de 3%. Mais par contre, ce que je veux vous dire, aujourd'hui, on parle de 67 millions de migrations forcées, de migrants forcés. Si on regarde les projections du GIEC, Monsieur Durand, c'est une goutte d'eau à côté de ce qui va arriver. Dans la mesure où, par exemple, les effets du changement climatique vont pousser d'ici à 2050 Mais ça veut dire quoi, des centaines. Ça veut dire concrètement que écoutez-moi, ça veut dire concrètement que des centaines de millions de personnes, d'ici quelques dizaines d'années, vont être poussées à la migration. Dès lors, que faire ? Il faut des réponses coordonnées à l'échelle internationale. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Ça n'est déjà pas le cas au niveau européen, vous l'avez vu, où face à la crise syrienne notamment, on a eu tellement de difficultés à gérer l'arrivée de 160 000 personnes parce qu'il n'y a pas de politique européenne coordonnée. Vous savez, au niveau de l'Union européenne, Monsieur Durand, quand il s'agit d'être coordonné pour imposer le libéralisme économique, c'est toujours très conséquent. Quand il s'agit de se répartir l'effort d'humanité que nous avons à faire, eh bien là, il n'y a plus personne. Mais toute la question des proportions, c'est quand vous dites par exemple, il y a une vague migratoire qui est estimée... Non, je dis pas ça, moi, justement. Non, mais qu'il y a une vague... Enfin, il y a 68 millions. Oui. Bon, la question, c'est, par exemple, combien la France insoumise est prête à accueillir de gens. Vous vous souvenez, pendant la campagne électorale, il y a eu un grand débat où on disait, finalement, c'est aux parlementaires de décider. Bien sûr. Bon, d'abord, moi, projet Fillon. Il disait que l'Assemblée nationale dise et décide chaque année combien de gens seront acceptés en France. C'est une bonne idée ou une mauvaise idée ? On pourrait sans doute chiffrer cet effort. En tout cas, nous souhaiterions qu'à l'échelle européenne, ça soit coordonné, puisqu'aujourd'hui, on a des écarts considérables dans ce que font les différents pays européens en termes d'accueil. Mais je pense qu'une politique migratoire rationnelle, sérieuse, consisterait à faire d'abord quelque chose qui n'est pas fait aujourd'hui, c'est se charger de traiter les causes. On ne parle jamais de comment on peut agir au niveau international pour traiter les causes. Je dis pas que ça solutionnera toute la question, mais en tout cas aujourd'hui c'est l'angle mort absolu du débat. C'est-à-dire traiter les trois causes dont je viens de vous parler, la question du changement climatique, la question des accords commerciaux inégaux et la question frontières. Et ben une fois que ça s'est fait, oui, mais si vous voulez, vous pourrez. C'est pas rationnel. Je vous explique que vous aurez beau parler frontières, comme vous dites, d'ici quelques dizaines d'années, ce phénomène va exploser. Oui, mais bien sûr. Donc, pour moi, à cette heure, plusieurs choses à faire. D'abord, je vous résume le plan d'action si nous étions aux commandes à cette heure. D'abord, une organisation au niveau international, sous l'égide de l'ONU, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Ensuite, une vraie... Ensuite, attendez, si vous avez des solutions miracles, Monsieur Durand, je vous propose les miennes. D'abord, une solution internationale sous l'égide de l'ONU. Ensuite, une vraie coordination au niveau européen, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Et ensuite, deux choses à faire, divisés, vous le savez. Bien évidemment, et c'est un problème. Deux choses qu'il faut faire aussi d'urgence. Remettre en question la réglementation de Dublin, parce que pour le coup, on marche sur la tête. J'explique pour les auditeurs, la réglementation de Dublin, ça veut dire que, en gros, on demande que les démarches administratives du demandeur d'asile soient réalisées dans le pays par lequel il est entré, en Europe, ou là où le premier contrôle a été effectué. Ce qui fait qu'il y a une pression absolue sur des pays comme la Grèce et l'Italie qui ne peuvent pas subir à eux seuls ces conséquences. Et ensuite, il faut, par exemple, remettre en cause les accords du Touquet. Monsieur Macron avait dit que si le Brexit était voté, on remettrait en cause l'accord du Touquet. Moi, je le dis, le Pas-de-Calais n'a pas à faire le garde-frontière
du Royaume-Uni. Donc c'est pas pour flétrir le Royaume-Uni, mais c'est pour dire que là, en l'occurrence, nous n'avons pas à faire le garde-barrière du Royaume-Uni. C'est une souffrance pour la population du Calaisis, comme pour les migrants qui arrivent. Ensuite, justement, monsieur Durand, pardonnez-moi, parce qu'on peut pas faire de longues discussions. Justement, les accords du Touquet, il a essayé, il n'y est pas arrivé. Vous feriez quoi pour contraindre les Britanniques, justement, à déplacer la frontière chez eux? Mais en l'occurrence, sur les accords du Touquet, il y a une bilatérale, hein. Il y a les Anglais, mais il y a nous aussi. Nous n'avons pas à faire les gardes-frontières du Royaume-Uni. Donc on pourrait cesser de respecter ces accords unilatéralement comme c'est fait aujourd'hui. On va pouvoir le renégocier. Mais sur la question, on a échoué. Mais on a essayé. Vous savez, c'est comme dire qu'on a essayé de renégocier les traités européens. Tout ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, on manque véritablement de volonté politique. Je constate que la volonté politique est tout le temps là. Quand il s'agit d'imposer à marche forcée ce qui se fait au niveau économique, au niveau européen. En revanche, quand il s'agit notamment de se concerter sur la question migratoire, il y a personne. Mais ce que je veux dire vraiment, c'est que, Monsieur Durand, ce qui est questionné notamment, on voit les images aux États-Unis, on voit ce qui se passe, la Méditerranée, quoi. Depuis le début des années 2000, c'est 35 000 personnes. La Méditerranée devient un vrai cimetière. Vous avez des chiffres absolument incroyables. En 2016, jusqu'à 5 000 personnes mortes en Méditerranée. Nous avons à traiter le problème de manière rationnelle et à faire face aussi, Monsieur Durand, à notre devoir d'humanité. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, la France ne prend pas la part qu'elle pourrait prendre par ailleurs. C'est ce que dit Macron. Il dit c'est un échange entre la fermeté d'un côté et l'humanité de l'autre. Ce qui est clair, c'est que l'élargissement du regroupement familial. Ce qui est clair, c'est que pour l'instant, notamment avec cette loi asile-immigration, on voit très bien où se trouve la fermeté, on voit nettement moins, et je pense que tous les observateurs le disent, on voit nettement moins l'humanité. Est-ce que vous considérez que Macron est inhumain dans ce domaine? Je considère que la politique qui est déployée n'est pas humaine, en effet. Question, est-ce que vous allez voter l'ensemble des projets qui sont présentés par Mme Pénicaud ce matin dans Le Parisien, avec comme objectif, donc il s'agit des réformes de l'assurance chômage et de la formation professionnelle qui vont venir, et dont vous allez débattre, pour faire descendre le chômage, dit-elle, de 9,2 à 7%. D'abord, est-ce que vous croyez à ces objectifs? Alors, on vient de voter, en fait, sur le projet de loi Avenir professionnel hier. Moi, j'ai participé à toute la discussion dans l'hémicycle et en commission. C'est la suite, finalement, des ordonnances travail. Absolument. En réalité, la difficulté que j'ai, moi, avec ces projets de loi, c'est que il s'emploie, le gouvernement, à essayer de remplacer le chômage de masse par la précarisation de l'emploi. Et pour moi, ce n'est pas assez ambitieux. C'est-à-dire qu'on le voit bien, notamment dans ce projet de loi sur l'assurance chômage, Mme Pénicaud nous dit « je veux renforcer le contrôle des chômeurs ». Aujourd'hui, les chiffres de Pôle emploi sont clairs. 86% des chômeurs qui ont été contrôlés sont en recherche active. Mais ça pour les 14% restants, qu'on est scotché tant qu'il y a 10. Donc si on vous dit, c'est une hypothèse, à un moment ou à un autre, on va descendre à 7, alors que par exemple, certains de nos voisins sont à 5. Donc ça veut dire que Mme Pénicaud, vous ne croyez pas? Je pense que Mme Pénicaud, puisque elle n'a pas d'autre vision que la flexibilité du marché du travail, organise les conditions statistiques d'une baisse du chômage. Je traduis, en mettant les gens en formation, Monsieur Durand, vous les faites disparaître des statistiques du chômage. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, 70% des contrats qui sont signés sont des contrats courts de moins de 6 mois. Le problème que nous avons en France, et je pense que ça, on peut partager au moins le diagnostic, c'est qu'on a un problème de pénurie d'emplois pérenne, Monsieur Durand. Aujourd'hui, si vous regardez les statistiques de Pôle emploi, vous avez, tenez-vous bien, un emploi non pourvu pour 44 chômeurs. Ça veut dire que même si vous mettez tous les chômeurs dans une case vide, vous avez encore un nombre de chômeurs considérable. La question de l'emploi en France doit être prise par le bout de la relance de l'activité, des carnets de commandes. Or, cette économie financiarisée qui développe la flexibilité se charge de créer simplement des contrats courts, 70% aujourd'hui. Même les organismes que nous avons auditionnés de formation nous expliquent que la formation, c'est très bien. Sauf que si on ne crée pas l'emploi pérenne derrière, on ne solutionne pas la question. Moi, je ne veux pas me contenter d'une baisse du chômage qui serait artificielle parce qu'on a mis les gens en formation. Je sais que le problème qu'il y a dans ce pays, c'est l'activité qui est atone pour plein de raisons et qui fait qu'on ne crée pas d'emploi pérenne. C'est un problème et nous avons les solutions. Regardez par exemple l'expérimentation d'ATD Quart Monde, le territoire zéro chômeur, qui fait que vous transformez vous transformez en contrat de travail les aides qu'on donne à un chômeur de longue durée. C'est en moyenne 15 000 € par an. On peut traduire ça en contrat de travail et l'associer à des missions d'intérêt général qui permettraient véritablement de faire de l'État l'employeur en dernier ressort. Je vais poser la même question à Daniel Obono, mais vous connaissez le programme de la France Insoumise puisque vous avez participé à son élaboration. Il est appliqué dans aucun pays du monde. C'est une question que je vous ai posée souvent à chaque fois qu'on se retrouve, mais c'est quand même assez particulier, c'est-à-dire de vouloir installer une sorte d'économie qui n'aurait aucun rapport avec l'économie mondiale et qui serait l'économie de la France Insoumise. Non, Monsieur Durand, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que... Citez-moi alors un pays, je repose à chaque fois. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, nous n'avons pas... Qui fonctionne comme vous. Nous n'avons pas de modèle, Monsieur Durand. Nous avons puisé dans plein de pays des sources d'inspiration différentes. C'est le capitalisme, le modèle mondial. Vous êtes contre, mais tout le monde dit comme ça. Attendez, Monsieur Durand, un peu de calme. Chinois, un peu de calme. Je suis très calme. La question, c'est, est-ce que le modèle d'aujourd'hui fonctionne? Moi, je suis en train de vous dire une chose. Je ne dis pas qu'il fonctionne, il fonctionne partout. Je peux comprendre, mais en tout cas, ça ne fonctionne pas.
Il est à l'œuvre partout, mais ça ne fonctionne pas. Moi, je constate aujourd'hui qu'il y a une pagaille indescriptible. Vous savez, Monsieur Durand, souvent la France insoumise. Non, mais souvent la France insoumise, on est dépeint comme les excessifs, les exagérés. Moi, je fais une démonstration, et on peut ne pas être d'accord avec moi. C'est que les excessifs, les exagérés, sont ceux qui pensent qu'on va pouvoir continuer comme ça et qui sont aux manettes. Et il serait peut-être temps de comprendre que, compte tenu du diagnostic qu'on pose, les gens raisonnables, sérieux, qui voulons traiter les problèmes dans le bon ordre, dans le calme, de manière méthodique, c'est nous. Est-ce que vous allez être candidat à la mairie de Lille en 2020 ? Je ne sais pas. Pour l'instant, moi, je suis député. J'ai été élu pour 5 ans. Tout le monde le dit, mais parce qu'il y a quelque chose d'assez classique à se dire, voilà, cette première circonscription est la circonscription la plus lilloise, donc il sera candidat à la mairie de Lille. Non, ce qui est sûr, c'est que ça m'intéresse de savoir comment la France insoumise peut prendre la suite à Lille dans un contexte où, je pense, il y a une nécessité de transition. Après, le rôle qui sera le mien là-dedans reste à déterminer. Clairement, mais je candidat. Comment ? Ce sera le rôle du candidat. Pas nécessairement, non. Pour la raison que moi C'est bizarre, vous êtes extrêmement, comment peut-on dire, local sur des questions d'économie qu'on peut contester sur une question bien précise qui vous concerne, que c'est vous que ça concerne. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, le dispositif lillois, il est composé d'un jeu de cartes avec plusieurs options, et nous aurons à trancher le moment venu quelle est la meilleure des options. Je ne sais pas encore vous le dire à cette heure. Le Parti socialiste étant en déliquescence, la France insoumise étant en meilleure forme, il serait assez logique que la France insoumise se présente au nom de la gauche, donc vous. La France insoumise se présentera en toute hypothèse, c'est quasiment certain, et le dispositif est déjà quasiment prêt. La question de la tête de liste, en revanche, reste véritablement déterminée à cette heure. Merci beaucoup, il est 8h28. Merci. Adrien Quatennens, c'était l'invité politique de la matinale. Nous avons rendez-vous demain avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Et il est 8h28, nous avons rendez-vous avec Michel Grossior pour la revue de presse. Et à 9h, ce sera donc le professeur Kayat pour traiter toutes les questions de l'actualité de la santé. Elles sont extrêmement nombreuses. Dit définitivement.